Introduit mon maître, Dr Kadash, pour vous parler de l'ulcère gastro-duodénal. Najib, tu as la parole. Bon, allez. Tu changes. Bonjour, je suis le Dr Kadash, je vais vous faire le cours sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Alors, comment on définit un ulcère? C'est une perte de substance chronique de la muqueuse gastrique ou duodénale d'origine peptique qui dépasse la musculaire muqueuse pour atteindre la sous-muqueuse ou la musculaire. C'est une affection chronique qui évolue par poussée, émaillée de complications. Vous connaissez tous les complications de la maladie ulcéreuse, l'hémorragie ou la perforation ou la sténose. C'est un problème de santé publique du fait que c'est une maladie qui reste encore assez fréquente, notamment les complications, le coût de l'affection et sa morbidité, du fait également des complications. Alors la fréquence, elle est très variable. Dans les pays occidentaux, la prévalence est de 5 à 10%. Ça veut dire qu'une personne sur 10 va développer un ulcère au cours de sa vie. Pour l'ulcère gastrique, elle est de 2%. L'incidence, elle est de 0,1 à 0,3% par an. Dans la majorité des cas, l'ulcère duodénal est 3 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique. Mais dans certains pays, l'ulcère gastrique est beaucoup plus fréquent, le Japon, l'Australie et le Chili. L'ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie du sujet jeune dans les pays sous-développés, alors que dans les pays développés, c'est une affection du sujet âgé. Alors, le sexe ratio homme-femme est de 1 pour l'ulcère duodénal. Et pour l'ulcère gastrique, elle touche aussi fréquemment l'homme que la femme. Donc, le sexe ratio est de 1 sur 1. La mortalité, bien sûr, elle est beaucoup plus fréquente pour l'ulcère gastrique en rapport avec l'âge et les comorbidités. L'ulcère gastro-duodénal a connu des variations de prévalence avec le temps. Le pic de prévalence, c'était dans les années 50. Et à partir des années 70, la prévalence de la maladie ulcéreuse a commencé à diminuer jusqu'à nos jours. La prévalence de l'ulcère duodénal, elle a baissé de 70%, alors que celle de l'ulcère gastrique de 50%. Cette baisse moins importante pour l'ulcère gastrique est liée très probablement à la prise de plus en plus fréquente d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui prédisposent aux ulcérations gastriques. Sur cette courbe, on voit la diminution de la prévalence de l'ulcère duodénal jusqu'en 2010. Celle de l'ulcère gastrique est moins importante, alors qu'une autre affection peptique, l'œsophagite, il y a une augmentation, par contre, de la prévalence depuis 1980 jusqu'en 2010. Alors, les facteurs de risque. Le facteur de risque majeur, c'est l'infection par Helicobacter pylori. Les autres facteurs de risque, les médicaments, on verra tout à l'heure, les facteurs génétiques, les facteurs psychologiques et le tabac. De l'ulcère gastro-duodénal, on estime à peu près 90% des ulcères duodénales. La connexion est instable, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Donc, l'ulcère duodénal est associé dans 92% des cas à l'infection à Helicobacter pylori. Pour l'ulcère gastrique, dans 70% des cas. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont plus souvent associés à l'ulcère gastrique, donc 25% des cas, contre 5% des cas pour l'ulcère duodénal. Les autres affections, cancer, notamment le Zollinger-Ellison, sont assez rares. Alors, on voit sur cette carte, on voit la prévalence de l'infection HP. Dans les pays sous-développés, la prévalence est très élevée, 80 à 90% des cas. Elle est liée aux conditions d'hygiène et aux conditions socio-économiques. Dans les pays développés, la prévalence est nettement inférieure, entre 30 et 50% des cas. Alors, le HP, c'est un bacille gram-moins négatif
qui est pathogène. Il colonise uniquement la muqueuse de type gastrite. HP, c'est la cause majeure des gastrites. La transmission est directe, gastro-orale ou féco-orale, interfamiliale et favorisée par un niveau d'hygiène ou socio-économique faible. C'est une infection qui persiste toute l'année, toute la vie, si elle n'est pas traitée. Donc, il faut retenir, c'est la cause majeure de gastrite, persistance indéfinie de l'infection si elle n'est pas traitée, et c'est la cause majeure de gastrite. Alors, HP peut entraîner deux types de gastrite. La gastrite antrale, qui s'accompagne d'une sécrétion acide augmentée. Il n'y a pas d'atrophie au cours de la gastrite antrale. Elle s'accompagne de métaplasie gastrique au niveau du duodénum, on verra tout à l'heure. Elle favorise l'ulcère duodénal. Le deuxième type de gastrite qui peut être engendrée par HT, c'est la pangastrite. Celle-ci évolue par contre vers l'atrophie. La sécrétion acide est diminuée et elle favorise la survenue d'un ulcère gastrique. Alors, quels sont les arguments en faveur du rôle d'HP dans la maladie ulcéreuse? HP est associé à la maladie ulcéreuse dans 90% des cas, nous l'avons vu tout à l'heure. La gastrite précède toujours un ulcère et la présence d'une gastrite à HP, la gastrite antrale, multipliée par 4, le risque d'ulcère duodénal par rapport aux gens qui sont indemnes, et par rapport à 3, et par 3 pour l'ulcère gastrite, c'est-à-dire la pangastrite. Le troisième argument, c'est la diminution de la prévalence de l'infection dans les pays occidentaux. C'est accompagné de façon concomitante de la diminution de l'incidence de la maladie ulcéreuse. Enfin, le quatrième argument, l'éradication d'HP permet la cicatrisation de l'ulcère, la prévention des rechutes et même la guérison de la maladie ulcéreuse. Alors, les facteurs génétiques, il y a des arguments qui sont en faveur du rôle de facteurs génétiques dans la survenue dans la maladie ulcéreuse. La prévalence d'ulcères est toujours plus élevée dans la fratrie de patients avec ulcère. Par exemple, l'ulcère duodénal chez un membre de la famille. Le reste des membres de la famille ont un risque plus élevé de développer un ulcère que la population générale. Il y a un risque augmenté en cas de groupe O. Et il y a une concordance de la maladie chez les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire si un jumeau développe un ulcère, l'autre fait également un ulcère de même type. Donc, il faut savoir que les facteurs génétiques représentent à peu près 30%, 39% de la prédisposition à la maladie ulcéreuse. Le tabac, il augmente le risque de survenue d'un ulcère gastro-duodénal, il diminue la vitesse de cicatrisation et augmente le risque de rechute. Cet effet néfaste des tabacs est proportionnel au nombre de cigarettes fumées par jour. Les médicaments, l'aspirine, même à faible dose, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prévalence endoscopique d'un ulcère peptique en cas de prise régulière d'AINS est de 15 à 30% des cas. Donc, si on le fait systématiquement une fibro à des patients avec prise régulière d'ANIS, on peut retrouver un ulcère gastro-duodénal dans 15 à 30% des cas. L'ulcère est symptomatique ou compliqué dans 3 à 5% des cas. En ce qui concerne la prise régulière d'aspirine à faible dose et pendant une durée supérieure à 3 mois, la prévalence endoscopique d'un ulcère ou d'érosion peptique est de 48% des cas et le risque hémorragique est dose dépendant pour l'aspirine. Donc l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et HP sont des facteurs de risque indépendants, donc ils ont un effet additif ou synergique de gastrotoxicité. Donc si vous voulez prévenir un ulcère chez les patients qui ont des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou l'aspirine, il faut donc prévenir par un IPP et éradiquer HP. Parce que les anti-inflammatoires et HP, donc un facteur de risque de gastrotoxicité
additif. Donc, le risque, avec la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien, le risque de survenue d'ulcère est augmenté. Ce risque est beaucoup plus fréquent chez les patients qui ont un âge supérieur à 50 ans. Il est fréquemment symptomatique et on le découvre à l'occasion d'une complication dans les 2 premiers mois. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation étroite entre douleur et présence d'un ulcère. Un malade qui prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui présente des douleurs épigastriques, la fibroscopie ne retrouve pas à chaque fois un ulcère gastro-duodénal. Le malade peut présenter des douleurs sans ulcère. L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médications à éviter chez les patients avec ulcère, car ils favorisent la survenue de complications. Alors, on va voir un peu de physiopathologie. L'ulcère, quel que soit son siège, gastrique ou duodénal, il est secondaire à la rupture d'équilibre entre des facteurs d'agression qui sont représentés par l'acide et la pepsine et les facteurs de défense qui sont représentés par la barrière muqueuse qu'on verra tout à l'heure. Barrière muqueuse qui s'oppose à l'action de l'acide au niveau de l'estomac. Il n'y a pas d'ulcère sans acide. Les patients, par exemple, avec atrophie gastrique, ils n'ont pas de sécrétion acide, donc pas d'ulcère. Alors, les facteurs protecteurs, la barrière muqueuse, elle est constituée du mucus. Vous savez que l'épithélium gastro-duodénal est recouvert de mucus. La sécrétion de bicarbonate qui sert à tamponner les ions H+. La surface épithéliale cellulaire, c'est une barrière physique à la pénétration des ions H+, dans la muqueuse qui est nocive. Et enfin, le flux sanguin et les mécanismes de réparation de la muqueuse. Tous ces éléments constituent la barrière muqueuse. La fonction principale de cette barrière muqueuse, c'est donc empêcher la rétrodiffusion des ions H+, dans la muqueuse gastro-duodénale pour éviter donc leur effet nocif. L'acide est sécrété dans la lumière intestinale, dans la lumière plutôt gastro-duodénale. La barrière muqueuse empêche la rétrodiffusion, c'est-à-dire la pénétration des ions H+ dans la muqueuse qui entraîne des lésions. Alors, la physiopathologie de l'ulcère duodénal. Alors, la survenue d'un ulcère duodénal nécessite un seuil de sécrétion acide minimal indispensable. Au-dessous de ce seuil, vous ne pouvez pas avoir de survenue de l'ulcère duodénal. La sécrétion acide au cours de l'ulcère duodénal, il y a une hypersécrétion acide. Elle est généralement supérieure à la limite supérieure de la sécrétion. Et il y a une corrélation forte entre la réduction de la sécrétion acide et le taux de cicatrisation. Plus la réduction de la sécrétion acide est importante, plus le taux de cicatrisation est important. Vous donnez par exemple des inhibiteurs de la sécrétion acide, plus vous donnez un inhibiteur de la sécrétion acide puissant, par exemple les IPP, plus le taux de cicatrisation est élevé. Alors, ces 3 arguments plaident pour un rôle majeur de l'acide dans la survenue de l'ulcère duodénal. Alors, il y a l'hyperacidité, elle est due à différents mécanismes. Ils ne sont pas tous présents. Vous avez augmentation de la sécrétion acide des 24 heures, augmentation de l'acide stimulé, augmentation de la sécrétion acide nocturne, augmentation de la gastrénémie basale, la gastrénémie postprandiale. Cette gastrénémie postprandiale augmentée est secondaire à HP. Vous avez une inhibition diminuée, pH dépendante de la gastrine, augmentation de la sensibilité à la gastrine, augmentation de la vidange gastrique qui va donc apporter au niveau duodénal une charge acide importante, diminution de la sécrétion bicarbonatée, donc il y a moins de tamponnement au niveau duodénal.
Donc, tous ces éléments vont contribuer à une augmentation de la charge acide au niveau duodénal. Donc, l'ulcère, ce qu'il faut retenir, l'ulcère duodénal, il y a une hyperacidité. Cette hyperacidité va être responsable de métaplasie gastrique duodénale. Donc, c'est une condition acquise, constante au cours de l'ulcère duodénal. C'est la présence de cellules mucosécrétantes de type gastrique. L'étendue de cette métaplasie gastrique est en rapport avec le débit acide, c'est-à-dire la charge acide au niveau duodénal. Ces zones de métaplasie gastrique persistent même en cas de cicatrisation de l'ulcère et elles représentent une zone de faiblesse muqueuse qui va être le siège de l'ulcère. Donc, survenue d'une métaplasie gastrique duodénale constante qui persiste même après cicatrisation et qui représente donc une zone de faiblesse et qui va être le siège de l'ulcération duodénale. Voilà, ce schéma résume un peu la physiopathologie de l'ulcère duodénal. Il y a une hyperacidité au cours de l'ulcère duodénal. Cette hyperacidité, elle est due à une augmentation de la masse des cellules pariétales. Vous savez que c'est les cellules pariétales qui sécrètent l'acide. Elle est due à une hypertonie du vague. Vous savez qu'avant, chirurgicalement, plus maintenant parce qu'il y a les traitements médicaux, un des traitements de l'ulcère duodénal, c'est la vagotomie. Les facteurs génétiques également contribuent à l'augmentation de la masse cellulaire pariétale, le tabac, donc il va expliquer cette hypersécrétion acide. Vous avez aussi la gastrénémie basale et postprandiale qui est due à l'entrite à Helicobacter pylori et la gastrine augmente la sécrétion acide basale, la sécrétion acide. Donc tous ces éléments vont contribuer à l'hyperacidité. L'hyperacidité va arriver au niveau du duodénum, va entraîner de lésions de métaplasie gastrique. Je vous ai dit que HP colonise uniquement la muqueuse de type gastrique. Donc, HP va coloniser ces zones de métaplasie et va favoriser donc la survenue d'un ulcère. Voilà comment on explique la physiopathologie de la maladie ulcéreuse duodénale et son lien avec l'infection HP. Alors, cette physiopathologie n'explique pas pourquoi l'ulcère est localisé, pourquoi il récidive au même endroit, pourquoi il survient plusieurs années après l'infection HP et pourquoi il guérit après une cure d'éradication. Donc, notre compréhension de la physiopathologie est incomplète malgré la compréhension du rôle d'HP qui est très importante dans la survenue donc d'un ulcère duodénal. Alors, pour l'ulcère gastrique, je vous ai dit qu'il y avait une pangastrite. Cette pangastrite évolue vers l'atrophie gastrique et elle va donner une hypersécrétion acide dans la majorité des cas. Il y a toujours une sécrétion acide, donc c'est ce qui explique la survenue d'un ulcère. La corrélation entre la réduction de la sécrétion acide et la cicatrisation est moins importante qu'au cours de l'ulcère duodénal. Alors, contrairement à l'ulcère duodénal, la physiopathologie de l'ulcère gastrique est expliquée par une diminution des facteurs de défense qui est prédominante par rapport au rôle de l'acide dans la survenue d'un ulcère. Au cours de l'ulcère gastrique, on a une diminution de la sécrétion de mucus, une diminution de la sécrétion de bicarbonaté, l'épithélium de surface est altéré par la gastrite et les mécanismes de réparation de la muqueuse sont effondrés. Donc, pour l'ulcère gastrique, c'est essentiellement la diminution des facteurs de défense qui explique la survenue d'un ulcère, mais l'acide est indispensable à la survenue d'un ulcère gastrique. Voilà pour la physiopathologie. On va aborder le chapitre clinique. Alors, quel que soit le siège de l'ulcère, la sémiologie clinique est identique. Alors, le malade peut être asymptomatique, c'est surtout les sujets âgés, le diabétique.
Il peut survenir après une complication. Le diagnostic peut être posé après une complication inaugurale, une hémorragie digestive, hématémèse ou méléna, une sténose ou une perforation parfois favorisée par la prise d'anti-AINS. Mais le plus souvent, c'est un syndrome douloureux abdominal haut qui va attirer l'attention. Alors, il y a deux types de douleurs. Le syndrome ulcéreux typique, qui se voit à peu près un peu moins de la moitié des cas. La douleur a des caractéristiques particulières. Donc, elle siège au niveau de l'épigastre, donc la partie haute de l'abdomen, avec irradiation vers le dos, les hypochondres. C'est une douleur de type crampe ou de fin douloureuse, l'intensité est souvent vive. Alors, le caractère majeur, c'est sa survenue postprandiale, mais elle n'a pas de rapport avec le volume ou la qualité des repas, parfois nocturne, et c'est une douleur périodique. La douleur survient tous les jours. Et enfin, c'est une douleur qui est calmée par les aliments. Donc, le caractère postprandial, le caractère périodique au cours donc des périodes au cours desquelles le malade souffre tous les jours, sont les caractéristiques d'une douleur ulcéreuse. Le syndrome ulcéreux peut être atypique, le siège, ça peut être l'hypochondre, la région périombilicale. Le type peut être variable, ça peut être une brûlure, une pesanteur. L'horaire postprandial et le caractère périodique peuvent manquer. Et les poussées peuvent être de durée brève. Donc, ce qui va orienter le plus, c'est la localisation dans la partie haute de l'estomac, donc qui oriente vers une pathologie du tractus digestif supérieur. Alors, le diagnostic d'ulcère repose sur l'endoscopie gastro-duodénale. C'est l'examen de première intention. Son rôle donc est d'affirmer ou d'infirmer la présence d'un ulcère, de préciser ses caractères morphologiques, on le verra, et d'éliminer un ulcère malin, surtout en cas d'ulcère gastrique. Et enfin, contrôler la cicatrisation de l'ulcère. On voit alors, à l'endoscopie, on voit donc l'estomac et le pylore. La photo du haut montre donc l'estomac, donc la grande courbure avec ses plis. La région la plus bas, c'est la région angulaire, c'est le pli transversal. Donc la région angulaire sépare la partie horizontale de la partie verticale de l'estomac. Et la région angulaire, c'est le siège le plus fréquent d'ulcère gastrique. L'avant-dernière image, on voit l'antre avec au fond le pylore et enfin le bulbe. Donc la fibroscopie permet de voir la muqueuse gastro-duodénale et réaliser des biopsies si c'est un ulcère gastrique. Alors l'ulcère duodénal, c'est une perte de substance plus ou moins profonde. On voit au fond là le dépôt de fibrine. Cette perte de substance, elle peut être donc ovalaire dans 2/3 des cas. Elle peut être linéaire, comme ici. Elle peut être irrégulière dans 20% des cas. Elle peut être salamiste, c'est-à-dire de multiples érosions sur une muqueuse saine. Le siège, c'est la face antérieure. Les ulcères de la face postérieure, il y a un risque de complications hémorragiques du fait de. Il y a l'artère gastro-duodénale qui passe juste derrière la face postérieure. Et la taille des ulcères est inférieure à 1 cm généralement. Pour l'ulcère duodénal, il ne faut pas faire de biopsie. C'est un ulcère peptique. Jamais malin. Le contrôle de la cicatrisation n'est pas systématique. On contrôle la cicatrisation d'un ulcère duodénal si les signes fonctionnels persistent, si le patient a des antécédents de complications, par exemple hémorragiques, et enfin si le malade prend des AINS ou c'est un sujet taré, il est important de contrôler la cicatrisation. Alors les ulcères gastriques, il y a 4 types d'ulcères gastriques, 5 plutôt.
Alors, l'ulcère au niveau de la petite courbure, au niveau de la région angulaire, c'est le plus fréquent. C'est le type 1. Le type 2, c'est l'ulcère antral associé à un ulcère duodénal. Le plus souvent, il est dû à la prise de médicaments. Le type 3, c'est l'ulcère prépylorique. L'ulcère prépylorique, c'est un ulcère gastrique. Donc, il faut le surveiller et le prendre en charge comme un ulcère gastrique et non pas comme un ulcère duodénal. Et enfin, le type 4, c'est l'ulcère en région sous-cardiale. Le type 5, c'est un ulcère qui peut se siéger en dehors de toutes les régions que je vous ai citées. Alors, le problème devant une ulcération gastrique, c'est d'affirmer si elle est bénigne ou maligne. Pour cela, on s'aide de la macroscopie, des biopsies multiples et de la surveillance. Alors, un ulcère bénin, macroscopiquement, c'est un ulcère régulier. Il est ovale ou rond. Le fond est blanchâtre. Les bords sont réguliers, ne sont pas nodulaires. Les plis qui convergent vers cette ulcération sont fins, réguliers, d'orientation radiaire, c'est-à-dire en rayon de roue, et la muqueuse avoisinante est souple. L'aspect macroscopique n'est pas suffisant pour affirmer la bénignité d'un ulcère. Il faut toujours faire des biopsies. Devant tout ulcère gastrique, quel que soit son aspect macroscopique, il est nécessaire d'effectuer des biopsies. Le contrôle endoscopique, il est systématique. Donc, on va contrôler l'ulcération, la cicatrisation de l'ulcère. Il se fait à la 6e, 8e, 12e semaine. Si au cours de ces contrôles, l'ulcère augmente de taille, son aspect macroscopique se modifie, il faut redouter une ulcération maligne et donc refaire des biopsies. L'absence de cicatrisation au bout de 12 semaines impose la chirurgie. Alors, l'ulcère malin, alors, ses caractéristiques macroscopiques, c'est une ulcération irrégulière. Les bords, vous voyez sur la flèche blanchâtre, sont nodulaires. Les plis qui convergent vers cette ulcération, ils sont renflés en massue. Ils sont d'orientation anarchique. Et la muqueuse environnante, elle est infiltrée et dure. Donc, comme l'ulcère bénin, il faut faire des biopsies. Les biopsies doivent être toujours nombreuses, 10 à 12, et elles doivent siéger au niveau des 4 cadrans de l'ulcération et non pas au centre de l'ulcération. Alors, il y a un cancer, le cancer superficiel, c'est-à-dire un cancer qui touche la muqueuse et la sous-muqueuse. Il peut avoir un aspect macroscopique bénin. Il peut même cicatriser sous traitement. Donc, quel que soit l'aspect macroscopique, les biopsies sont indispensables. Elles doivent être nombreuses. Elles doivent porter sur le pourtour de l'ulcération et sur la muqueuse environnante. Le contrôle d'une ulcération gastrique se fait à la 6e, 8e, 12e semaine de façon systématique et les biopsies à chaque contrôle sont obligatoires. Tout ça pour ne pas passer à côté d'une ulcération maligne. On va voir l'histoire naturelle, celle d'abord de l'ulcère duodénal. Donc, un ulcère duodénal après cicatrisation et sans qu'il y ait un traitement visant à prévenir les rechutes, l'ulcère duodénal récidive dans 2/3 des cas. La récidive est le plus souvent symptomatique, mais elle peut être asymptomatique dans 1/3 des cas. Généralement, le malade fait 2 récidives par an, dans 2/3 des cas, et cette tendance à la récidive, elle persiste toute la vie s'il n'y a pas de traitement visant à prévenir les rechutes. Les complications, hémorragie, perforation, sténose, peuvent se voir. Vous allez faire le cours. Alors, les facteurs prédictifs de non-cicatrisation, c'est la taille importante,
bien qu'on ait actuellement des antisécrétoires puissants, le tabagisme et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et surtout l'infection HP. Tant que l'infection HP n'a pas été éradiquée, les récidives vont être constantes. Donc, il est important de connaître ces facteurs de non-cicatrisation, de récidive, pour expliquer la clinique du patient. L'ulcère gastrique, il faut savoir que l'ulcère gastrique cicatrise plus lentement qu'un ulcère duodénal. Le taux de récidive, il est inférieur parce que l'histoire naturelle est interrompue par leur chirurgie. Un ulcère qui persiste au-delà de 12 semaines est opéré. Donc, le taux de récidive, il est plus faible que pour l'ulcère duodénal. Les facteurs de récidive, c'est surtout l'infection HP, la prise d'aspirine ou d'anti-ANS. Les complications sont aussi fréquentes que l'ulcère duodénal. Et comme la mortalité de ces complications, elle est plus élevée au cours de l'ulcère gastrique, du fait que les patients avec ulcère gastrique je ne sais pas si vous m'entendez, du fait que, pardon, du fait que l'âge des patients avec ulcère gastrique sont plus âgés que les patients avec ulcère duodénal. Alors, le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel a été grandement facilité par la fibroscopie. La sémiologie clinique n'est pas spécifique. Il y a de nombreuses pathologies fonctionnelles ou organiques peuvent se manifester par un syndrome identique à celui de la maladie ulcéreuse. Alors, on va voir d'abord la pathologie fonctionnelle. La dyspepsie fonctionnelle, c'est la cause la plus fréquente de douleur épigastrique. Son diagnostic est un diagnostic d'élimination. Le malade se plaint de douleurs parfois presque identiques à la maladie ulcéreuse typique, mais la fibroscopie est normale. Le RGO atypique, vous savez que le RGO se manifeste par un pyrosis. Parfois, il n'a pas ces irradiations ascendantes et peut prêter à confusion avec un ulcère duodénal. Donc, la fibroscopie va régler le problème. Le côlon irritable, généralement, c'est une douleur qui suit le cadre colique. Ce n'est pas une douleur uniquement au niveau de l'épigastre. Et il y a des signes intestinaux, diarrhée, constipation. Bien que l'ulcère gastro-duodénal peut s'associer à un côlon irritable. Alors, pour la pathologie organique, gastrique, alors néoplasique, il y a deux types de néoplasie, le cancer gastrique ou le lymphome gastrique. Alors, au cours de cette néoplasie, le début peut être récent. Il peut ne pas y avoir de signes d'alarme, c'est-à-dire altération de l'état général, anémie, examen physique anormal, par exemple une masse abdominale, adénopathie pour signaler l'extension, etc. Donc, ces signes d'alarme peuvent manquer au cours de ces affections néoplasiques et le malade se plaint uniquement de douleurs épigastriques. Et si vous vous contentez uniquement de la clinique, vous pourriez dire que c'est un ulcère alors que le malade a une pathologie néoplasique. Alors, les médicaments, on a vu que l'aspirine et les anti-inflammatoires peuvent induire des douleurs épigastriques. Et la survenue de douleurs épigastriques n'est pas synonyme toujours de la survenue d'un ulcère. Alors, il y a d'autres affections beaucoup plus rares qui peuvent toucher le duodénum. C'est les maladies inflammatoires ou infectieuses comme la tuberculose, maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn. Mais là, il y a d'autres localisations. Ce n'est pas uniquement, généralement, il y a d'autres localisations. Et les biopsies peuvent faire le diagnostic. Pour la pathologie duodéno-jéjunale, bon, ça posera plus rarement un problème. La maladie cœliaque peut présenter le malade avec de douleurs, surtout lorsqu'il ne fait pas son régime, les parasitoses. Alors, les adénocarcinomes au niveau ou les lymphomes, c'est généralement au niveau du deuxième duodénum qu'au niveau du bulbe.
Lorsqu'il y a une ulcération maligne au niveau du bulbe, on suspecte un néo de voisinage, notamment la vésicule. Mais ça pose rarement un problème de diagnostic parce que l'aspect macroscopique de ces ulcérations malignes de voisinage est tout à fait différent d'un ulcère peptique. Alors, les infections bilio-pancréatiques, la lithiase biliaire, les irradiations ascendantes peuvent manquer aussi, donc peut prêter à confusion avec un ulcère. La pathologie pancréatique, généralement la douleur pancréatique est caractéristique, notamment avec ces irradiations transfixiantes et la position penchée en avant qui calme le malade de ses douleurs. Alors, on va voir les formes particulières d'ulcère duodénal. L'ulcère géant, la taille est supérieure à 1 cm, la douleur est rebelle. Il siège le plus souvent au niveau de la face postérieure du bulbe et il faut se méfier du risque d'hémorragie. L'ulcère post-bulbaire, alors il faut suspecter lorsqu'il siège au niveau du post-bulbe, au niveau du D2, au niveau du jéjunum, d'un syndrome de Zollinger-Ellison qu'on verra tout à l'heure. L'ulcère pylorique, c'est un ulcère gastrique. Il peut se manifester par des vomissements, du fait que le pylore, c'est un canal qui relie donc le bulbe à l'antre, et que lorsqu'il est siège d'un ulcère, il y a souvent un rétrécissement, et le malade se plaint de vomissements. L'ulcère prépylorique ou prépylorique, il est considéré comme un ulcère gastrique, donc il doit bénéficier d'une prise en charge identique à un ulcère gastrique, donc faire des biopsies et le même protocole de surveillance. Alors, c'est le sujet âgé, il est souvent asymptomatique et lorsqu'il est symptomatique, les symptômes sont souvent atypiques et il faut se méfier du risque de complications parce qu'elles ont un taux de mortalité élevé du fait de l'âge et les morbidités associées chez cette personne âgée. Alors, le syndrome de Zollinger-Ellison, c'est une forme particulière d'ulcère duodénal. Donc, ce syndrome, il est associé dans 90% des cas à un ulcère duodénal. Alors, l'ulcère peut être banal. Il peut avoir des caractères évocateurs. Alors, le siège, il est atypique. Donc, post-bulbaire, D1, D2, jéjunum. C'est souvent des ulcérations multiples. Elles résistent au traitement médical ou chirurgical. Et elles s'accompagnent de reflux, de diarrhée chronique et d'hyperparathyroïdie. Alors, le syndrome de Zollinger-Ellison, il est secondaire à une tumeur duodéno qui siège dans la région duodéno-pancréatique, le plus souvent maligne. Et cette tumeur sécrète de la gastrine. La gastrine, c'est une hormone qui va entraîner une hypersécrétion acide. Cette hyperacidité est très importante. Elle explique le reflux avec l'œsophagite. Elle explique également la diarrhée chronique du fait de la quantité importante de liquide sécrété par l'estomac. L'hyperparathyroïdie est expliquée par un syndrome de tumeur endocrine multiple. Donc, syndrome de Zollinger-Ellison, tumeur duodénale, duodéno-pancréatique, endocrine, maligne, qui se manifeste par un ulcère avec des caractères évocateurs, le siège atypique, les ulcérations multiples, la résistance au traitement. Les IPP aux doses habituelles ne peuvent pas entraîner l'arrêt de la sécrétion acide, sécrétion acide qui est stimulée par l'importante sécrétion de gastrine par la tumeur, et ulcère qui s'accompagne donc de reflux et de diarrhée chronique. Alors, le diagnostic de ce syndrome, d'abord, il est rare, 1 sur 1 million d'ulcères. C'est l'étude de la sécrétion acide donc, qui va montrer l'hyperacidité, le dosage de la gastrinémie qui va être élevé, et le test à la sécrétine, on le fait s'il y a un tableau clinique évocateur
et si la sécrétion acide ou la gastrénémie sont à la limite, sont à la limite supérieure de la normale. Dans ce cas, on fait un test à la sécrétine. La sécrétine, c'est une hormone qui, en principe, inhibe la sécrétion de gastrine. Au cours du syndrome de Zollinger-Ellison, la sécrétine a un effet paradoxal. Il augmente la sécrétion acide et il augmente la sécrétion de gastrine. Et enfin, il faut localiser la tumeur par les différents examens morphologiques, l'échographie, le scanner, l'écho-endoscopie, parce que les tumeurs, des fois, elles sont très petites. Et enfin, une exploration des tumeurs endocrines, la scintigraphie à la somatostatine. Alors, le dernier chapitre, on va parler du traitement de la maladie ulcéreuse. Alors, il faut savoir que la découverte de HP a changé radicalement la prise en charge d'un ulcère gastro-duodénal. Le traitement actuel de la maladie ulcéreuse, c'est le traitement d'éradication d'HP. Ce traitement d'éradication d'HP va cicatriser l'ulcère, va prévenir les rechutes et va même apporter la guérison de la maladie ulcéreuse. Donc, il y a une transformation radicale de l'histoire naturelle. Le problème essentiel du traitement d'éradication, c'est la survenue de résistance aux antibiotiques. Alors, le traitement, donc, il vise à soulager la douleur, à prévenir les rechutes. Alors, les moyens, c'est les conseils hygiéno-diététiques, c'est l'arrêt du tabac, éviter les médicaments gastrotoxiques, aspirine, anti-inflammatoires, des antisécrétoires, donc qui ont pour but d'inhiber la sécrétion acide. Alors, il y a différents types d'antisécrétoires. Vous avez les antagonistes des récepteurs H2. Vous savez que la cellule pariétale présente des récepteurs à l'histamine, l'histamine qui va stimuler la sécrétion acide. En bloquant ces récepteurs, on bloque la sécrétion acide. Donc, le produit phare, c'est la ranitidine, qui est de moins en moins utilisée, avec la découverte des inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs, la pompe à protons, c'est l'étape finale de la sécrétion à H+. Donc, cette pompe à protons, c'est elle qui libère l'ion H+, dans la lumière gastrique en échange d'un ion potassique. En inhibant cette pompe, on inhibe la sécrétion gastrique acide. L'inhibition de la sécrétion acide par un inhibiteur de la pompe à protons, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus prolongée qu'avec les antagonistes des récepteurs H2. Donc, si vous voulez cicatriser un ulcère rapidement, par exemple après une hémorragie digestive, il faut utiliser les inhibiteurs à la pompe à protons. Alors, vous avez différentes spécialités: l'oméprazole, le lansoprazole, le pantoprazole, les oméprazoles. Toutes ces spécialités ont la même efficacité. Il n'y a pas un produit supérieur à l'autre. Enfin, le dernier moyen, c'est l'éradication d'HP, qui se définit comme la disparition d'HP au moins 4 semaines après le traitement, après arrêt du traitement. Alors, le but de l'éradication, c'est avoir un protocole de traitement qui entraîne, le but du traitement, c'est avoir donc un protocole de traitement qui entraîne un taux d'éradication supérieur à 90%. Donc, si il est supérieur à 90%, le traitement visant à éradiquer HP est excellent. Entre 90 et 95, c'est acceptable. C'est borderline, c'est-à-dire limite, si le taux d'éradication est inférieur à 90%. S'il est inférieur à 85%, il n'est pas acceptable. Donc, pourquoi viser un taux d'éradication supérieur à 90%? C'est pour éviter la multiplicité des traitements.
Comme ça. Après, si vous recevez comme ça des messages, Remets-moi la présentation. Là. parce qu'il y a la présentation. Il doit être sur le bureau. Cours externe. Cours externe. Il a la purée. Ok. C'est un dossier ou. Non, c'est une présentation PDF. Voilà, pour la réunion, ça commence. Je sais que c'est un bon conseil. Voilà un bon truc. طيب ده حبس. Où est-ce qu'il est le cours d'internat? Je suis au traitement. Il m'entend pas. Présentation, où est-ce que patientez, s'il vous plaît, 1 minute. Où est-ce qu'il a mis là? Je suis en train de chercher le document. Où est-ce que tu mets? Patientez 5 minutes, il y a un problème. Je vais reprendre le cours.
Maintenant, je leur fais le coup comme ça. Avec la... Traitement. Désolé de ce contretemps. Donc, on va poursuivre le cours. On est à la partie traitement et avec Helicobacter pylori. Bonne séance. Alors, je reprends le traitement. Là, donc, je vous ai dit que la découverte d'HP a complètement modifié la prise en charge de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Avant, le traitement de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'était l'administration d'inhibiteurs à la pompe à protons pendant 1 mois. Ce traitement par IPP permettait la cicatrisation dans 90% des cas, mais il restait le problème des rechutes. Et sans traitement, le malade, je vous ai dit, récidive dans 2/3 des cas. Et cette tendance à la récidive, elle est persistée toute la vie. Donc, il fallait un traitement de prévention des récidives. Et le seul traitement disponible à l'époque, c'était donner un traitement par IPP à vie, chose qui est actuellement abandonnée. Alors, le traitement d'éradication, c'est actuellement le traitement de la maladie ulcéreuse. Ce traitement permet non seulement la cicatrisation, je suis désolé, mais il y a toujours un problème. Alors, le traitement, je suis désolé, mais je n'ai plus les diapos. Alors, il comporte je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, le traitement comporte des conseils hygiéno-diététiques, donc l'arrêt des médicaments gastrotoxiques, la suppression du tabac, et deuxièmement, l'administration d'IPP. Alors, il y a différentes sortes d'inhibiteurs de la sécrétion acide. Les inhibiteurs, je ne sais pas si vous m'entendez là. Ah. Ça marche pas. Non, ça marche. Ah, ça marche pas, ça marche. Ah, mais que ça marche, ah, ça marche. Il n'y a pas les diapos. كاين لي ديابو انت نحيت البارطاج تاع ليكرون لك الديابو اوكي يا خليها خليها كملنا tu avances. avance منها. Ok, alors. Alors, le traitement comporte donc les différents moyens. C'est les conseils hygiéno-diététiques, donc c'est l'arrêt du tabac, des médicaments gastrotoxiques, anti-inflammatoires, aspirine, les antisécrétoires,
Donc, je vous ai dit qu'il y a différentes sortes d'inhibiteurs de la sécrétion acide. Les antagonistes des récepteurs H2. Au niveau de la cellule pariétale, il y a des récepteurs H2 à l'histamine. L'histamine stimule la sécrétion acide. Et les inhibiteurs de ces récepteurs entraînent une diminution de la sécrétion acide. Le produit phare, c'est la ranitidine, qui n'est de moins en moins utilisée. Les inhibiteurs de la pompe à protons. La pompe à protons, c'est l'étape finale de la sécrétion acide. C'est celle qui bloque la sécrétion. La pompe à protons, c'est elle qui libère l'ion H+ dans la lumière gastrique en échange d'un ion potassique. L'inhibition de cette pompe à protons va entraîner une diminution de la sécrétion acide. Alors, l'inhibition de la sécrétion acide par les pompes à protons est beaucoup plus puissante et beaucoup plus prolongée que celle par les antagonistes des récepteurs H2. Il y a différents produits de spécialité: l'oméprazole, l'enzoprazole, pantoprazole, esoméprazole. Tous ces produits ont la même efficacité et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Enfin, le dernier moyen, c'est l'éradication d'HP, qui se définit par la disparition d'HP au moins 4 semaines après l'arrêt du traitement. Alors, un traitement d'éradication HP est efficace si le taux d'éradication est supérieur à 90% des cas. Entre 90 et à 95% de taux d'éradication, c'est encore bien. Inférieur à 80%, un taux d'éradication inférieur à 80% des cas, ce n'est pas acceptable pour un traitement. Alors, pourquoi on exige un taux d'éradication supérieur à 90% pour dire que le traitement est efficace? C'est pour éviter la multiplicité des traitements, pour éviter l'émergence des résistances qui vont être la cause principale d'échec du traitement, et réduire les coûts et les effets secondaires du fait de la répétition, de l'introduction de traitements de deuxième ou troisième ligne. Alors, il y a 4 traitements qui ont été proposés pour l'éradication d'HP: la trithérapie, le traitement séquentiel, la quadrithérapie non busmutée concomitante, on va avoir, et la quadrithérapie busmutée. Alors, la trithérapie, elle a l'avantage d'être bien tolérée que les quadrithérapies. Alors, on l'utilise sous forme optimisée, c'est-à-dire une durée optimale de 14 jours. On donne un IPP à double dose par jour. L'amoxyl, 1 gramme par jour, 2 à 3 fois par jour. Et la clarithromycine, 500 mg 2 fois par jour. Alors, ce traitement est efficace si le taux de résistance à la clarithromycine est inférieur à 15-20%. Donc, amoxyl, IPP plus clarithromycine. Trithérapie efficace si le taux de résistance à la clarithromycine est inférieur à 15 à 20% des cas. S'il est résistant, ce traitement doit perdre de son efficacité. Si on a une notion de résistance à la clarithromycine, on peut donner IPP, amoxyl, donc toujours à double dose, l'amoxyl 1 gramme 2 fois par jour et le flagyl 500 2 fois par jour. Toujours durée optimale à 14 jours. Voilà les trithérapies optimisées, 14 jours. Avant, on donnait 7 jours et les taux d'éradication étaient beaucoup plus bas, à 60-70%. Donc, c'est des taux d'éradication qui ne sont pas acceptables. Alors, pourquoi on donne un IPP avec les antibiotiques? Alors, l'IPP rend alcalin
Alors, le traitement concomitant, traitement de 14 jours, ça permet un taux d'éradication supérieur à 90% des cas. C'est l'amoxyl, 1 gramme matin et soir, métronidazole, 500 flagyl, donc 500 matin et soir, la claritro, 500 matin et soir, et l'osoméprazole, donc un inhibiteur de la pompe à proton, 2 fois par jour. Enfin, la quadrithérapie bismuthée, donc c'est le Pilera, qu'on donne pendant 10 jours. Il a des taux d'éradication de supérieurs à 90% des cas. Donc, Pilera, 3 gélules, 4 fois par jour, associé donc à un inhibiteur à pompe à proton, 2 fois par jour. Le Pilera est contre-indiqué chez la femme enceinte, chez l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique. Alors, comment on donne le traitement? Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, si le patient n'est pas allergique, on donne la quadrithérapie bismuthée. Plutôt, si le patient est allergique à la pénicilline, on donne le traitement à quadrithérapie bismuthée. Et on fait un test respiratoire pour voir s'il est positif ou non. Si le test respiratoire est positif, ça veut dire que le traitement d'éradication a échoué, on fait un antibiogramme. Donc, la prise en charge, soit le traitement concomitant, soit le traitement bismuthé si le patient n'est pas allergique à la pénicilline. Vérification de l'éradication par le test respiratoire à l'urée marquée. S'il est positif, on change de traitement. On passe au traitement concomitant ou bismuthé, suivant le traitement de première ligne que vous avez donné. Si le patient est allergique à la pénicilline, on donne la quadrithérapie bismuthée. Alors, le contrôle de l'éradication, il est actuellement préconisé de façon systématique par le test respiratoire, donc à l'urée marquée, où on peut faire les biopsies s'il y a une indication à faire une biopsie. Le test respiratoire doit être fait après l'arrêt du traitement, au moins 4 semaines, et après arrêt des IPP, au moins de 2 semaines. Alors, ce traitement d'éradication, il permet aussi bien la cicatrisation des ulcères gastriques. Si vous avez éradiqué d'HP, ça ne marche pas. Ça marche. Ça marche. Ah, okay, je la prends. Ah, non, non. C'est boulette. Voilà, je reprends puisqu'il y a les diapos. Le traitement donc, concomitant, il permet donc à pallier les insuffisances du traitement séquentiel, notamment pour les souches résistantes à la claritro. Donc, c'est l'amoxyl 1 gramme 2 fois par jour, le flagyl 500 2 fois, la claritro 500 2 fois et un IPP 2 fois par jour. La quadrithérapie bismuthée pendant 10 jours, on obtient des taux
d'éradication supérieure à 90% des cas, c'est des gélules qu'il faut prendre 4 fois par jour. Donc 3 gélules 4 fois par jour, après les repas et au coucher. Et l'IPP, toujours à double dose, matin et soir. Alors, le Pilera, c'est une gélule qui contient du bismuth, du flagyl et de la tétracycline. Donc, contre-indiqué chez l'enfant, la femme enceinte, l'insuffisance rénale. Donc, voilà comment on traite un ulcère duodénal en cas de non-allergie à la pénicilline, soit la quadrithérapie bismutée pendant 10 jours, soit le traitement concomitant pendant 14 jours. Donc, contrôle par le test respiratoire à l'urée marqué. S'il est positif, donc il y a échec du traitement, il faut passer en cas de traitement bismuté au traitement concomitant. Si vous avez commencé par le traitement concomitant, donc passer à la quadrithérapie bismutée. En deuxième ligne, donc il faut toujours refaire le test respiratoire s'il est positif, donc culture plus antibiogramme. Si le patient est allergique à la pénicilline, donc quadrithérapie bismutée, test respiratoire. S'il est positif, culture plus biopsie. Voilà le protocole de traitement de la maladie ulcéreuse lorsque vous n'avez pas des notions sur la résistance des antibiotiques, la résistance donc d'HP aux antibiotiques. Alors voilà une démarche suivant les données que vous avez sur la résistance aux antibiotiques. Alors, si le malade n'est pas résistant à la clarithromycine, donc on donne une trithérapie, IPP, amoxyl plus clarithromycine. En cas d'échec, bismuth, la quadrithérapie bismutée. Si vous avez une résistance à la clarithromycine supérieure à 15%, donc si la résistance au flagyl est faible, vous pouvez donner IPP, amoxyl, flagyl. Si la résistance double, clarithromycine, flagyl est élevée, plutôt est basse, on donne la quadrithérapie bismutée. Également, si elle est élevée, quadrithérapie bismuth. Alors, le contrôle d'éradication, l'efficacité du traitement doit être systématique. Donc, le contrôle de l'efficacité doit être systématique juste par le test à l'urée marquée. Alors, le test à l'urée marquée, c'est HP a un équipement enzymatique important, notamment une uréase, qui va produire cette uréase. Lorsque vous donnez de l'urée marquée, du fait de la présence d'uréase dans la cupule de biopsie, l'uréase va produire du CO2 qui va être évalué. Et s'il y a une augmentation de la production de CO2, ça veut dire que HP existe toujours. Et donc, vous n'avez pas éradiqué correctement votre traitement, votre malade. Donc, le test à l'urée marqué doit être fait 4 semaines après l'arrêt du traitement et les IPP doivent être interrompus au moins 2 semaines. Alors, l'éradication d'HP, elle permet la cicatrisation si elle est réussie dans plus de 90% de l'ulcère, aussi bien duodénal que gastrique. Elle permet la prévention des récidives. Les malades éradiqués font très rarement des récidives. Il y a une réduction des récidives de au moins 80%, aussi bien pour l'ulcère duodénal que l'ulcère gastrique. Alors, les causes d'ulcère réfractaire. Alors, un ulcère réfractaire, c'est-à-dire qu'il ne répond pas au traitement. Alors, il faut chercher les facteurs de non-compliance. Un malade qui fume énormément, il a des chances de ne pas cicatriser. La prise d'alcool, le stress,
et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou l'aspirine. Donc, recherchez les facteurs de non-compliance au traitement. Ça peut être la persistance de l'infection HP. Donc, il faut réévaluer votre traitement et passer un traitement de deuxième ligne ou de troisième ligne, suivant les résultats soit de l'antibiogramme, soit il faut changer donc le traitement de première ligne. Deuxième ligne, donc l'antibiogramme. De deuxième à troisième ligne, il faut faire un antibiogramme. De première ligne à deuxième ligne, donc il faut changer le traitement. Et ça peut être une troisième cause d'ulcère réfractaire. Ça peut être un ulcère qui n'est pas en relation avec une maladie peptique liée à HP. Donc, il y a des malades qui ont une hypersécrétion acide importante. Il y a des malades qui ont un Zollinger-Ellison. Ce n'est pas un traitement d'éradication qui va cicatriser l'ulcère d'un patient avec Zollinger-Ellison. Soit une prédisposition génétique à une hypersécrétion acide, soit votre test HP est un faux négatif. Alors, cancer-ulcère, ça concerne uniquement les ulcères gastriques. Un ulcère duodénal, il n'y a pas de problème avec une ulcération maligne, sauf si c'est un ulcère, c'est un envahissement de proximité d'un organe de voisinage au niveau du bulbe. L'ulcère gastrique, ce sont la gastrite chronique périulcéreuse qui est une lésion pré-néoplasique et qui peut donc dégénérer. D'où l'intérêt de faire de multiples biopsies. Enfin, il faut savoir que 5% des ulcères gastriques endoscopiquement bénins sont des cancers. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions, là, je ne sais pas. Sauf s'il y a des questions.